Bah, écoutez, en attendant qu'on essaye de résoudre nos problèmes techniques, je voulais juste vous dire en introduction que je suis absolument ravi de participer à ce colloque sur l'intelligence artificielle au cœur des mutations industrielles. Pour ma part, je me présente en quelques mots. Je suis journaliste scientifique sur un site collaboratif entre chercheurs et journalistes qui s'appelle The Conversation France et dont l'IMT est partenaire. Voilà, c'est à ce titre que je suis là cet après-midi et je vais être la candide du sujet puisque je ne le connais pas plus que ça. Je vais tout de suite vous présenter mes invités. Alors à ma droite, donc Laurent Stéphanie. Donc vous êtes directeur exécutif de l'intelligence artificielle du groupe Accenture. Alors, excusez-moi, je ne sais pas. Dites-nous comment on prononce ça convenablement. Accenture, ça va ? Bon, d'accord. Ouais. Vous êtes gentil. C'est vraiment, je suis pas très forte sur l'anglais. À côté de moi, donc sur ma gauche, Jean-Luc Dormois. Non ? Oh, excusez-moi, donc ça commence bien. Ah ben oui, c'est vrai qu'il est caché là-bas. Bon, alors excusez-moi Yves. Donc Yves Demazo, alors vous êtes, alors je vais essayer de ne pas me tromper tant qu'à faire, hein. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et ça fait 36 ans que vous vous occupez d'intelligence artificielle. 36 ans, ça fait quand même beaucoup de temps. Et puis par ailleurs, donc, et ce sera intéressant pour notre discussion, vous êtes président de l'AFIA, donc, qui est l'Association française pour l'intelligence artificielle. On verra avec vous comment les structures institutionnelles et associatives peuvent faire avancer les affaires de l'IA en France. Voilà, donc il s'est assis. Non, mais donc vous êtes bien Jean-Luc Dormois, n'est-ce pas? Alors vous avez abordé finalement l'IA du côté de l'entrepreneuriat. Hein, c'est bien ça voilà depuis une dizaine d'années, 3 startups, la dernière dans le domaine de l'énergie, le dernier dans le domaine de l'énergie. Voilà, hein, et vous êtes aussi, et on parlait tout à l'heure de regroupement institutionnel et associatif, hein, vous œuvrez au sein du hub France Intelligence Artificielle, hein, France IA, et ce qui vous intéresse, c'est finalement la bonne prise en compte de l'IA on dira, chez les décideurs, dans l'écosystème économique de la France. Hein, voilà. Et donc la dernière personne que je n'ai pas présentée, donc Yves Cazot. Et alors vous êtes le président du pôle numérique de l'Académie des technologies, qu'on connaît tous très bien ici, l'Académie des technologies. Et puis vous êtes aussi directeur des systèmes d'information du groupe Michelin. Hein, c'est bien ça. Voilà, donc c'est bon pour les slides. Oh, c'est super. C'est super. Ben, je vous propose tout de suite de commencer sans attendre et je voudrais donner d'abord la parole à Monsieur Dormois parce que je voudrais en fait qu'on commence peut-être à essayer de définir un peu notre objet là, au cours de cette table ronde. Et alors, vous m'avez dit donc au téléphone quand on s'est parlé que pour vous la révolution de l'IA, c'est finalement la mise à la disposition de l'intelligence qui devient finalement pas chère et abondante, hein, notamment évidemment pour les entreprises dont on parle aujourd'hui, mais plus généralement dans la société française. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser et enrichir ? Oui, donc je parlerai un peu après de ce qu'on essaye de faire au Hub France IA, mais on est parti d'abord d'une petite analyse, parce que on a bien vu avec les exposés ici que l'IA a probablement, et notamment grâce aux récents progrès, un impact dans tous les domaines. Maintenant, la question, c'est quel est l'ordre de grandeur de cet impact? C'est-à-dire, est-ce que c'est une nouvelle vague, comme on a eu l'IoT? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais voilà, comme on a eu le cloud computing, comme on a la 5G, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre de plus important? En réalité, et c'est comme ça que je présente les choses de façon peut-être très simplifiée, hein, quand j'ai affaire à un auditoire beaucoup moins compétent et spécialisé que le vôtre, j'essaie de dire, bah voilà, les premières et deuxième révolutions industrielles, l'énergie est devenue abondante et pas chère, avec des conditions différentes dans la seconde et la première. Hein. Mais jusqu'à présent, l'intelligence était toujours rare et chère. Hein. On dépense beaucoup d'argent pour former les gens, et puis c'est pas facile.
on leur donne des meilleures conditions de vie, et puis c'est pas facile, mais on a aboutissait à ce résultat. Là, avec les progrès récents en IA, on a en fait, et ça c'est important, vous qui êtes vraiment dans le domaine, vous allez comprendre, des moyens de faire du software en intégrant la complexité du monde à travers le machine learning, et ce faisant de faire des systèmes qui sont, dans des domaines certes encore étroits, plus compétents que l'être humain. On l'a vu dans les jeux, on voit dans la reconnaissance faciale, par exemple, ce que les Chinois, qui sont probablement les meilleurs au monde, arrivent à faire. On est au-delà des compétences humaines. Et donc c'est pour ça que cette façon peut-être un peu simpliste de présenter, c'est de dire on va avoir ce changement économique fondamental qui est que l'intelligence va être abondante et peu chère. Alors ça va prendre du temps évidemment. Alors après l'impact, évidemment l'impact, on en parle beaucoup sur l'économie, sur les changements, sur des industries entières qui pourraient être disruptées comme on dit, sur les jobs. Bon voilà. On a fait une toute petite analyse, on a essayé également créer un réseau européen avec un certain nombre de partenaires où on a conduit cette analyse et on est à peu près tombé d'accord que d'ici 2030, c'est 30% de l'économie des pays qui sont très fortement impactés. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est le premier élément pour avoir une analyse un peu de l'ordre de grandeur de l'impact. Puis après, évidemment, il faut regarder comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, essayer de comprendre un peu, d'avoir une vision, et ça va être le rôle de la table ronde. Ok, merci beaucoup. Oui, si vous avez chacun un micro, c'est parfait. Je voudrais m'adresser maintenant à Yves Cazot pour peut-être préciser un peu les choses. Alors, peut-être d'ailleurs dans l'esprit des interventions précédentes de la journée. En fait, je voudrais qu'on parle de la dimension logicielle de l'intelligence artificielle, pour qu'on comprenne bien finalement de quoi on parle aussi, c'est-à-dire flux de données auxquels c'est les briques de base de cette IA. Est-ce que vous pouvez détailler? Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a appris à l'Académie. À l'Académie, on fait venir des gens pour qu'ils nous parlent de sujets. Donc, sur l'IA, on a écouté un peu tout le monde, des grands acteurs, des grands acteurs américains en particulier, des petites startups, des industriels, des utilisateurs et des académiques. Donc, je dirais, on a appris trois choses. D'abord, il faut vraiment prendre l'IA dans un sens large. Il y a des progrès partout. On ne fait pas du tout la même IA suivant qu'on a beaucoup de données ou peu de données, ou qu'on a un problème bien défini ou un problème très, très ouvert. Deuxièmement, enfin toujours dans ce premier point, les gens qui font des choses extraordinaires, AlphaGo, Libratus, ils utilisent plein de techniques. Et donc l'IA monoforme, en fait, c'est pas celle qui fait les titres des journaux ou les entreprises qui font des milliards de dollars. Et dans ce savoir-faire, alors je vais citer quelques noms, puisque effectivement on a des spécialistes ici, qu'on fasse du reinforcement learning, qu'on fasse du transfer learning, qu'on fasse du randomized search, parce que regardez un peu, mais AlphaZero, c'est du Monte Carlo Research, plus les fameux réseaux neuronaux. Donc, à chaque fois, il y a ce savoir-faire dans la colle, là, qui a deux conséquences. D'abord, que le software engineering matters, ça va être mon point juste après, et puis que l'IA générique as a service qu'on irait acheter presse-bouton, c'est pour l'instant pas une réalité. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas une réalité. Alors, une fois qu'on a compris qu'il faut assembler des briques, effectivement, le logiciel est important. Et alors, s'il n'y a qu'une chose à retenir de ce que dit l'Académie des technologies, parce que c'est quand même beaucoup de gens qui parlent, donc on est une petite voix parmi des dizaines de milliers, mais on insiste sur le fait que tous les gens qu'on a interviewés, les Criteo, les Google, enfin les gens vraiment connus, ils sont incroyablement bons dans la capacité d'intégrer, de faire du développement continu, de faire de la mise à disposition continue, de travailler dans des écosystèmes. Enfin, il y a toute une dimension logicielle qui est vraiment intéressante. Et alors pourquoi? Parce que ça fait le lien direct avec ce qu'on a vu dans la session juste avant. Il y a un vrai challenge de données, donc un vrai challenge de data engineering, dans la diversité, dans la rapidité à laquelle il faut traiter des flux de données. Si on devait faire un petit slogan simple, on pourrait dire la vraie vie n'est pas une compétition Kaggle. C'est très amusant de faire du Kaggle, c'est comme ça qu'on fait des algos, mais dans la vraie vie, tout bouge. Les conditions bougent, les données bougent. Si on se contente de faire de l'IA avec les données du passé, en fait, on fait de l'IA qui est assez, d'un point de vue industriel, qui est assez limité. Donc, pour faire des sparse systems, il faut à la fois de la combinaison, d'où l'importance du logiciel, et une vraie capacité à bouger des pétabytes de données. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Je voudrais aussi, peut-être là, on peut commencer à donner des exemples un peu détaillés, peut-être avec vous, Laurent. Vous m'avez dit que, donc, si on parle un peu globalement, hein, des systèmes qui allient les textes, les voix et les images, sont aujourd'hui des choses qui se démocratisent, entre guillemets, dans les entreprises. Vous pouvez nous en dire plus ? Je trouve, par rapport aux deux points qui ont été mentionnés juste auparavant, c'est vrai que donc là, on dit que l'intelligence devient gratuite globalement et que ça va transformer effectivement la façon dont on va approcher les métiers et l'industrie en général. Ce qu'on observe finalement, c'est une transition surtout vers de l'intelligence qui est appliquée, parce que on a vu du travail en avance de phase beaucoup aujourd'hui, mais globalement, en fait, cette transition vers l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une réalité pour beaucoup d'entreprises. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents types d'algorithmes, et c'est vrai qu'il y a un grand mélange entre des choses qui sont très matures et qui existent déjà à l'échelle chez un certain nombre de nos clients. On peut parler d'automatisation software avec des grands volumes de données, des processus qui se répètent et qui sont très bien cadrés, très bien documentés. On parle d'analytics qui globalement utilise des modèles qui se rapprochent d'une certaine forme d'intelligence et qui aussi sont très matures et qu'on déploie à l'échelle chez nos clients. Et puis effectivement, il y a toutes ces technologies de texte, voix, image qui, sur les 5 dernières années, ont atteint des niveaux de performance qui leur permettent de trouver des applications aujourd'hui au sein des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc moi, dans mon métier, globalement, j'encadre les ingénieurs qui déploient ces solutions d'intelligence artificielle chez les grands clients français. Et c'est vrai qu'on voit un passage à l'échelle sur un certain nombre de cas d'usage, tout ce qui est centre d'appel. Donc là, effectivement, chatbot, mais de plus en plus voicebot, avec des liens entre des algorithmes qui permettent de gérer et de comprendre le langage, mais aussi d'automatiser des actions en background avec l'accès à du RPA, donc à de l'automatisation. Et puis ensuite, on a un certain nombre de cas d'usage, par exemple sur des données satellites, où là, on automatise le traitement des données à grande échelle qui peuvent venir avec une certaine régularité. Et par rapport à la transition au point qu'on avait tout à l'heure, globalement, on réalise de nouveaux types de services parce qu'on peut accélérer l'accès à cette donnée, on peut la structurer parce qu'on a ces données qui arrivent en grand flux, en grande quantité et qu'on ne pourrait pas humainement traiter de façon régulière. Et donc ça change la façon et la pertinence des données auxquelles on accède parce qu'on peut l'augmenter et puis du coup on peut augmenter le niveau de décision. D'accord. Je pense qu'on va un peu détailler, on va prendre le temps d'échanger avec nos experts. Je voudrais m'adresser à Yves Demazo. Donc peut-être avec vous, non pas retourner aux fondamentaux, mais bon, vous êtes professeur d'université. On peut peut-être aborder la question de finalement comment la recherche se fait et de quoi elle a besoin pour prospérer en IA. Ça, c'est une question très générale. Hein. Oui, absolument. Une question très générale. Après, on précisera, je pense. Oui, pour rebondir plutôt sur, à la fois aller dans votre question, mais côté recherche, en termes, je dirais, industriels, on est plus effectivement sur des TRL 1, 2, 3 qu'on est sur du 7, 8. Et sur le TRL 1, 2, 3, alors, J'étais à la session là, de rendu du CES et bon, en fait, je vois des produits dont dans le milieu universitaire ou au niveau de la recherche, en termes de prospective, on y pensait il y a une quinzaine d'années. Donc c'est bien que 15 ans après, effectivement, ça arrive. En général, il y a toujours une dizaine d'années entre la recherche fondamentale et les premières applications. Là, on commence tout juste à entendre un peu de buzz sur tout ce qui est explicabilité et autres. Personnellement, ça faisait 5 ans que j'en faisais. Donc, je suis bien content que ça fasse partie des mousses qui prennent en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que sur les besoins, il y a les besoins et les contraintes. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai la chance de voyager beaucoup. La recherche académique au Japon et la recherche académique au Danemark, la recherche académique en France, c'est très différent. Et en France, ben oui, il faut vivre avec ce qu'on a. On a actuellement un président qui fait beaucoup d'efforts et certes qui
va libérer 125 millions pour autant qu'ils vendent la plateforme de Roissy et autres. Enfin bon, ça c'est encore des choses. Après, cette journée ici, c'est un peu l'exégèse des travaux de l'IMT et j'en suis ravi et je voudrais remercier l'invitation qui m'est faite de parler ici. Mais en même temps, il y a aussi des journées de l'INRIA qui font l'exégèse des travaux à l'INRIA. Le CNRS fait la même chose, les universités font la même chose. Donc, et ils font des choses différentes, avec des stratégies différentes, des objectifs différents. Donc voilà, on a finalement 125 millions, c'est assez peu d'argent. On a des grands opérateurs qui partent chacun dans leur direction. Et puis, après, on a une agence, on a l'ANR qui je dirais, diffuse des appels. Mais à la fin, quand vous avez, vous, universitaires, vous, académiques, une participation dans un projet ANR, pour la même participation que vous auriez dans un projet européen, vous allez toucher 10 fois moins d'argent. Donc voilà, ça je voulais dire, on est en France, on a aussi le bonheur de parler en français et de travailler en français et malheureusement dans le milieu académique on est jugé sur des publications qui sont en anglais. Il se trouve que le Haut Commissariat de l'évaluation de la recherche maintenant ne décompte même plus les publications en français, donc bon voilà. Donc je suis ravi qu'il y ait des journées comme ça, mais il faut avoir aussi la réalité des choses. Voilà, donc sur la difficulté, c'est ça. Ouais. Après, sur la réalité de l'IA, mais un peu sur toutes les disciplines, je dirais, sur la réalité de l'IA, ma vision de la chose, c'est que, avec tout ce que je vous ai décrit, qui pourrait être une vision assez négative, enfin, d'une certaine manière, en Europe, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus en mauvaise situation que nous, j'ai envie de dire. Donc nous, on a quand même une certaine chance, on a une certaine liberté, on a beaucoup de créativité. Et il se trouve que, oui, il y a une sorte d'IA à la française, quoi. Il faut l'avouer. Donc, oui, c'est ce que vous me disiez. Elle est, voilà. Donc, l'IA à la française. En adaptant, je dirais, en s'adaptant à nos contraintes, parce qu'on ne va pas inventer l'argent là où il n'est pas. Et néanmoins, il faut qu'on avance. Donc, cette IA à la française, donc ça, c'est un des premiers points que j'aimerais bien défendre si on veut aller dans ce sens-là. Oui, on va en parler notamment avec... C'est que je vous ai parlé des différentes stratégies, des différents organismes et autres, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le tissu industriel français est très peu diffuseur de ces technologies en IA et très peu disert effectivement sur ces grands succès quand je compare à la volubilité avec lesquelles les compagnies américaines et chinoises font leur publicité. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Et les relations, j'ai envie de dire, entre l'académie et, enfin, pas l'académie des technologies, le monde académique et le monde industriel en France sont quand même très, très spécifiques par rapport à ce qui peut exister dans le monde. Donc là aussi, il faut en tenir compte. Donc ça, c'est un deuxième aspect sur lequel je veux bien qu'on aille aussi. Et le troisième aspect, il se trouve qu'effectivement, plusieurs fois, moi, on m'a demandé de plancher sur l'impact de l'IA dans les entreprises. Donc j'ai deux, trois mots à dire par rapport à ça. Mais le mot final que j'aurai par rapport à ce dernier point, ce sera qu'on ne coupera pas un gros effort de formation dans les entreprises sur travailler avec l'IA et même comprendre ce que c'est l'IA. Et j'ai envie de dire, les employés des entreprises, en général, sont bien plus au courant de ce qu'est l'IA que les dirigeants. J'en veux pour preuve la journée qu'on avait organisée il y a 2 ans au MEDEF, où finalement, il y avait 80% des auditeurs là qui étaient des chefs d'entreprise et tout, qui découvraient l'IA, alors que quand même l'IA existe depuis 60 ans et va exister au moins encore pendant 60 ans. Okay. Ça fait beaucoup là déjà. Y a vraiment de quoi parler. Je voulais peut-être pour commencer examiner peut-être avec vous les questions autour de... on nous dit finalement que il y a des belles choses, des efforts, mais que c'est un peu dispersé. En tant qu'entrepreneur, vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est facile de travailler en France dans ce domaine quand on doit être économiquement
rentable. Et est-ce que c'est facile de dialoguer avec les académiques ? Ah oui, ça, oui, en général, avec les académiques, on s'entend assez bien. Mais la question, justement, que je posais sur l'impact, ensuite, c'est un certain nombre d'un relief pratique. Bon, d'abord, ça a été mentionné par Yves. On sait que les investissements qui sont consentis dans d'autres continents sont de 2 à 3 ordres de grandeur à ce qu'on a ici. Hein, par exemple, quand on regarde des investissements dans les startups ou ce genre de choses. En Chine, c'est 300 milliards, je crois, hein, qui sont investis sur l'intelligence artificielle. Oui. Et ils espèrent un accroissement du PIB dû spécifiquement à l'IA d'ici 2030 de 25%. Voilà, donc ils prennent les choses très très au sérieux. Donc la véritable question, c'est ça. Par ailleurs, on a des compétences, hein, Yves l'a mentionné. Oui. Les deux Yves l'ont mentionné. Les deux Yves l'ont mentionné. Et ils ont tout à fait raison. Bon, évidemment, si vous savez bien, ici, un certain nombre d'entre vous doivent subir des entreprises de séduction, j'imagine, par des grandes entreprises américaines ou chinoises qui vont vous donner des conditions de travail merveilleuses, avec plein de données, des machines, des bons salaires. Et la question, après, c'est un peu la fable du chien et du loup, quoi, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous. Alors, on parlait de la formation, donc ça va me donner l'occasion de donner un tout petit peu ce volet-là de ce que fait le Hub France Intelligence Artificielle. C'est un des piliers. Donc, on essaye de faire des formations dans les entreprises, y compris au niveau C-level. Tu as tout à fait raison là-dessus. C'est quelque chose qu'on fait au niveau middle management. Et là, on est en train, avec TerraLab, qui est vraiment un remarquable pionnier dans ce domaine, de monter un programme autour des PME. Parce que souvent, on a des PME qui s'interrogent, en entendent parler, qui voudraient apprendre des choses et qui ne savent pas comment faire. Si elles s'adressent, pardonnez-moi, à une société de conseil, elles ne vont pas forcément savoir bien diriger la relation qu'elles auront avec cette société de conseil. Donc on aimerait faire un programme de formation comme ça avec les PME. Et on remarque d'ailleurs que nos équivalents en Europe font un peu la même chose. Et on a également, je veux juste le mentionner, là un projet qui suit ce que nos amis finlandais, puisqu'on est en relation, on a formé on appelle ça une European Applied AI Alliance, avec des partenaires dans 7 pays, dont les Finlandais. Les Finlandais ont eu un programme extraordinaire, je trouve, qui s'appelle Elements of AI. C'est pas Element AI, c'est pas la boîte canadienne, c'est Elements of AI, qui est un programme de formation pour tout le monde. Pour l'honnête homme, comme on disait à la Renaissance, c'est possible pour l'honnête femme, mais bizarrement, ça signifie toujours pas la même chose. Et ce programme a déjà eu, en Finlande seule, bien qu'il soit en anglais d'ailleurs, 150 000 personnes qui l'ont suivi jusqu'au bout, qui ont été certifiées. C'est-à-dire 3% de la population. Ah oui, c'est énorme. Hein. Donc on cherche des financements actuellement pour faire ça en France. Ça veut dire 2 millions de personnes. C'est à cette échelle-là aussi qu'il faut penser. Hein. Demain, dans l'industrie, on aura besoin de tas de gens qui auront été formés. Il y a un autre avantage aussi au fait de faire ça. Vous savez, il y a toujours beaucoup de peurs qui peuvent venir, hein, et l'intelligence artificielle peut susciter ces peurs-là. Plus on sait, plus les peurs sont raisonnables. Voilà. Oui, c'est clair. On va justement donner la parole à Laurent Stéphanie, parce qu'on discutait tous les deux des questions de l'emploi. Hein, qui est un peu une espèce d'épouvantail. Et vous me parliez d'une étude que vous avez faite pour Accenture pour l'occasion de Davos. C'est ça qui parlait des perspectives. Alors, on a touché beaucoup de sujets. Donc, c'est vrai que je vais essayer de faire un peu le lien par rapport à cette étude. Effectivement, on a porté une étude pour le forum de Davos qui montre que les entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle, mais surtout dans la collaboration homme-machine, elles ont vocation à avoir un gain de revenus supplémentaire de l'ordre de 38% en plus d'ici à 2022 et embaucher 10% en plus que les autres entreprises du même secteur. Et en fait, ce que ça reflète, c'est effectivement l'accélération et l'investissement qu'on voit aussi au niveau des pays sur les sujets de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi l'impact de la formation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2/3 des employés environ qui ont envie d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle. Et en même temps, au niveau de la direction exécutive, on se rend compte qu'il y a environ 25% des employés qui sont prêts pour cette grande transformation. Donc il y a une vraie appétence, et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a 75% des personnes qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas job ready pour l'intelligence artificielle. Et le dernier point, c'est qu'il y a 3% de sociétés qui disent investir en plus pour s'adapter à cette nouvelle vague. Donc, je ne rejoins pas tout à fait les points par rapport à
au fait que finalement les dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont préparés. Si on prend les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont complètement absorbé cette transition vers l'intelligence artificielle, elles savent qu'elles doivent y aller. Par contre, sur les aspects de formation et de transformation, je pense qu'il reste encore, et c'est ce que montre notre étude, il reste un effort à faire pour y aller. Parce que pour bénéficier de l'intelligence artificielle, quand on interroge des entreprises qui travaillent sur des problématiques effectivement d'automatisation, d'analytique et sur les balbutiements de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il n'y en a que 9% qui appuient sur les 3 leviers qui sont importants, à savoir finalement la formation et avoir des personnels qui comprennent l'intelligence artificielle. 2, revaloriser, revisiter les processus dans un monde où peut-être que l'intelligence sera gratuite, et donc il faut repenser ces processus parce qu'il ne faudra pas mettre l'accent humain sur les mêmes axes. Et puis 3, la donnée, la préparation de la donnée. Et il n'y a que 9% finalement des sociétés qui investissent effectivement sur ces 3 leviers. Donc on voit qu'il y a un potentiel, il est fort, il y a un potentiel de créer de nouveaux emplois. Malheureusement, il faut de l'investissement supplémentaire et un focus sur la formation et peut-être d'autres modes de formation. Et puis surtout, il faut activer les différents leviers pour en tirer le bénéfice. Et ça sonne comme une évidence, mais on est dans cette phase de transition, de transformation, qui aujourd'hui, je pense, a bien maturé au niveau des grandes entreprises en France, mais qui progressivement, effectivement, demande un besoin d'accompagnement complémentaire au niveau de l'ensemble de notre tissu économique. D'accord. Par exemple, chez Michelin, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments justement sur ces affaires de formation ? C'est pas facile pour moi. Pour 2 raisons. Je ne suis pas chez Michelin depuis très longtemps. Et puis, je suis venu ici avec mon chapeau Académie des technologies pour dire un peu ce que je vois au sens large. Je vais quand même dire un mot sur Michelin, mais je préfère rebondir sur le débat. Allez-y, il n'y a pas de souci. Ce qu'on fait de plus intéressant, c'est ce qu'on fait dans le monde du manufacturing. On a un programme de digital manufacturing et ça a été mentionné dans cette vision de ce qu'on appelle l'usine intelligente et l'usine extraordinaire. On fait de l'intelligence artificielle bottom-up, donc très orientée sur les problèmes assez concrets, de predictive maintenance, une partie des sujets dont on a parlé aujourd'hui, très logiquement, mais avec un focus très important sur l'équipier, ce qui est l'ouvrier chez Michelin, et la collaboration finalement humain-machine. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, de manière assez prudente. Alors je vais maintenant ouvrir un peu le débat. Moi, ce qui m'a frappé toujours pendant qu'on faisait notre investigation, c'est que l'IA rentre dans les entreprises plus au niveau, je dirais, de l'utilisateur moyen qu'au niveau des grands patrons, je vais y revenir. C'est un état de fait parce que l'IA dans la société, en fait, vous utilisez déjà de l'IA sans le savoir tous les jours. Et dans toutes les entreprises que je connais, les ingénieurs, dès qu'ils ont un peu de temps, ils ont déjà commencé à utiliser des outils. Pour que ça fasse un peu masse, il faut qu'on puisse le faire au niveau du projet, de l'équipe. Voilà. Et là, on voit les entreprises qui ont une culture de transformation digitale qui sont passées en équipe agile avec un peu de empowerment, pour utiliser des mots à la mode. C'est-à-dire quand on laisse le pouvoir aux gens qui comprennent la technologie, ça pousse tout seul. C'est déjà limitant. Je ne sais pas si on est à 9%, mais on n'est sûrement pas à 80%. Et après, si on regarde les entreprises qui font des paris stratégiques, qui font des produits, des services fondés sur l'IA, là, ça dépend de la conviction du management. Parce que là, pour le coup, si on fait ça avec un business case et une obligation de ROI, on ne le fait pas, ça ne marche pas. Et là, on est à mon avis moins de 9%. Ce que nous ont dit la plupart des entrepreneurs en IA, c'est exactement ce qu'a dit Yves. On va en Chine, on va au Danemark, on va à peu près n'importe où, et on voit des patrons qui ont envie de ce qu'ils foncent, voilà, ils prennent des risques. Et en France, c'est très très compliqué. Il faut faire des tas de POC, de super POC, de business case à 1 an, 3 ans, validé, survalidé, avec des plans de scalabilité, des tas de trucs compliqués. Et ça avance lentement. Voilà. Donc avant nous, il y a eu un excellent rapport fait pour Anne Laubergeon par Paul Hermelin et François Bourdon sur le big data. Et comme ça a été dit, il y a une continuité qui concluait que en France, on est très très bon en techno. C'est pas la peine de faire plus de push techno. On a un problème de pull. Il faut donner envie. Voilà. Là où on manque un peu, c'est l'envie. Est-ce que vous avez envie de réagir ? Comment donner envie ? Je vais prolonger. D'abord, c'est le club des Yves. C'est le club des Yves. C'est d'accord. Disons, moi, alors effectivement, j'avais été très surpris il y a 2 ans. C'est l'AFIA qui avait organisé cette journée avec le MEDEF,
puisque le MEDEF, c'est une association loi 1901 au départ, Absolument. aussi. Donc, la FIA, deux mots sur la FIA, on est quand même 500 personnes. Donc effectivement, c'est l'association française pour l'intelligence artificielle. Et au départ, ça a été très facile de monter une journée recherche. Donc ça, c'est la journée qu'on fait tous les mois d'octobre. Après, ça a été relativement facile finalement de faire un forum industriel pour l'IA qu'on a tous les mois d'avril. D'ailleurs, je vous invite au prochain qui aura lieu le 11 avril à Marne-la-Vallée. Donc allez sur la page de la FIA, il y a une journée industrielle. Le thème sera sur l'IA hybride, ou l'hybridation des IA, ou les IA mixtes. Enfin bon, si vous êtes intéressé d'ailleurs, par témoigner, par 3 transparents sur votre implication là-dessus. Et si je ne vous connais pas, n'hésitez pas à me solliciter pour faire votre publicité. Ça, c'était pour la publicité. Oui. Et plus récemment, donc cette année, on a fait notre première journée sur enseignement et formation en IA. Alors, ça rebondit aussi avec l'actualité. Je veux quand même dire que tout ce renouvellement de l'IA a eu au moins un effet bénéfique que peut-être tout le monde ici ne sait pas. C'est que notre ministre de l'Éducation, Blanquer, a décidé qu'il y allait avoir un CAPES en informatique. Et c'est quelque chose que nous, dans la communauté, on réclamait depuis plus de 30 ans. Oui, j'ai donc, vu ça. Ouais. Alors, il se trouve que l'IA représente, si on prend ça d'un point de vue allemand de la chose, l'IA, c'est 50% de l'informatique. Donc, c'est pas encore vraiment prévu qu'il y ait l'IA dans les programmes de formation pour le CAPES informatique, mais vous voyez, déjà, c'est bien, ce renouveau de l'IA a enfin fait prendre conscience à la France au bout de 30 ans, on fait peut-être même encore plus, qu'il fallait un CAPES en informatique. Donc, on avance. Bon. Alors, maintenant, sur l'impact sur les entreprises. Donc, pour revenir sur cette formation, en janvier, donc, on a eu cette journée enseignant et formation pour l'IA. Donc, c'est Gauthier Picard, qui est ici de l'IMT, qui s'en occupe. On a eu un mal fou à avoir en particulier des témoignages d'entreprises sur les aspects formation. Bon, pourquoi? Parce qu'à l'observation de ce qui se passe, bon, nous, à la FIA, faut l'avouer, il y a 90% d'académiques et 10% d'industriels. Hein. D'accord. Je le regrette, j'aimerais qu'on soit à 50-50, on n'y est pas encore. Mais quoi? Bon, le renouvellement de l'IA, ça fait que il y a ce réveil à l'IA, ça c'est à l'instant T, d'accord? À très court terme, va y avoir des gains en productivité, alors ça a été signalé, mais c'est vrai que apprentissage profond, enfin redécouverte d'un certain nombre de techniques et tout, étant donné que maintenant on a des données, c'est très facile d'optimiser son outil de production, c'est très facile d'optimiser ses produits. Et donc, je dirais à 5 ans, toutes les entreprises qui vont se mettre à l'IA vont avoir un bénéfice instantané à faire de l'IA. À moyen terme, il y a ce côté destruction d'emplois. Bon, ça, c'est un fait. C'est avéré, on ne va pas en rediscuter. Il y a eu plein de rapports là-dessus et il faut l'accepter. Enfin, je dirais, depuis 36 ans que je fais de l'IA, on parle de destruction de jobs à cause de l'IA. Bah oui, voilà. Alors la création des nouveaux jobs, c'est toujours pareil. On dit il va y avoir, oui, on va laisser tous les postes à créativité. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est quand même une révolution à moyen terme qui va se passer. Et la révolution à plus long terme, juste deux témoignages, il y a quand même effectivement à l'étranger des choses qui se passent. Quand je disais travailler avec l'IA, si vous regardez, alors un des vieux de la vieille en IA, c'est Rodney Brooks, qui a entre autres fabriqué ce merveilleux robot qui s'appelle Baxter. Hein. Mais Baxter, il est dans les chaînes de production en Asie. Et en fait, les ouvriers dans les usines côtoient des robots Baxter et travaillent avec le robot Baxter. Et ça ne leur pose pas de problème. Ça ne leur pose absolument aucun problème. Pour l'instant, ce n'est pas si évident en France. Mais ça c'est effectivement... les travailleurs ont été... Et c'est peut-être plus facile en Asie pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir qu'en France. Mais il y a ce... Voilà. Et un autre témoignage, c'est que vous savez qu'il y a une société hongkongaise... en fait, c'est une société d'investissement, un fonds d'investissement hongkongais
Dans son comité d'administration, il y a 7 personnes et il y en a un, c'est un logiciel d'IA en fait. D'accord ? Donc il y a quand même des endroits où l'IA a pénétré assez fort, quoi. Oui, comme vous dites. Oui, hein. En vous écoutant parler, j'ai une question de Candide pour qui veut bien me répondre. Effectivement, quand on parle de ce qu'on sait, hein, c'est-à-dire des destructions d'emplois qu'on a par ailleurs grand mal à fixer de façon précise, on se demande si les gens de l'IA, les sciences qui sont derrière l'IA, est-ce qu'elles ont besoin, et si elles en ont besoin, de quelle façon, de travailler avec les sciences humaines et sociales pour, alors je dirais pas pour accroître l'acceptabilité des technologies, mais on sait que c'est important. Alors, vous deux, d'abord... Si tu veux, Yves. Oui, non, mais enfin, juste d'un point de vue purement académique, il y a deux choses. Il y a un contexte, il y a des contextes qui sont plus ou moins favorables à ça. Ouais. Moi, j'ai la chance de travailler au CNRS et j'ai envie de dire, c'est presque notre lit, je dirais, d'avoir ces coopérations avec les autres disciplines. L'autre chose qu'on pourrait dire, c'est que après, ça dépend vraiment des natures des personnes. Je dirais, il y a des gens qui vont être... Il faut savoir qu'en France, c'était quand je disais il y a une IA à la française, les forces en IA en France, de tout temps, elles ont été très théoriques. Ouais. Je vous dirais, par exemple, à la dernière conférence européenne d'intelligence artificielle, dans ECAI, pour ne pas la nommer, 40% des soumissions venaient de la France. Pas dit 40% des acceptations parce que la langue de soumission n'est pas le français, c'est l'anglais. D'accord ? Et ça fait que ça introduit un peu un biais dans la sélection, on va dire. Mais quand même, 40% des soumissions au niveau européen venaient de la France. Et ECAI est effectivement connu comme étant une conférence très théorique. Et alors effectivement, les forces françaises en IA, si je peux dire ça comme ça, les FFIA, les FFIA, c'est beaucoup tout ce qui est représentation et raisonnement. Maxime Lefrançois parlait d'ingénierie des connaissances. C'est un peu le deuxième aspect aussi qui fait les forces de la France. Il y a un autre aspect, système multi-agent, qui est effectivement assez fort en France par rapport à ce qui est en Europe. Et puis il y a un quatrième aspect qui est sur les apprentissages, dont effectivement l'apprentissage profond, mais ça n'est qu'un des apprentissages. Et toute la communauté est ravie que Yann Lequin ait obtenu le prix Turing. Absolument. Bon, voilà, on est très contents. Alors, Jean-Luc. Ouais, je voudrais montrer en pratique comment ça peut se produire et comment on peut avoir justement cette disruption. Juste un commentaire, je ne vais pas le faire sur l'industrie, je vais faire sur un truc que je connais, qu'est l'énergie. On avait eu il y a 2 jours, je vous le conseille, un exposé au Hub dans une des réunions informelles ouvertes à Tours qu'on fait de M. Michael Valentin sur l'avenir de l'industrie. Il a écrit un livre qui a dans son titre le Teslisme, comme faisant suite au Toyotisme, et que je vous conseille vraiment de lire parce que l'organisation va être totalement différente avec des usines comme plateforme, etc. Et juste un chiffre, alors évidemment c'est difficile de savoir si ces chiffres sont exacts, mais c'est symbolique comme seuil. Le nombre d'heures travaillées par les robots sera supérieur au nombre d'heures travaillées par les êtres humains dans les usines en 2025. Voilà. Alors juste un exemple, hein, c'est pour ça qu'il y a ces slides. Ça c'est une tour, c'est des extraits d'un reportage qui a eu lieu sur TF1, France 2 et la RTBF. C'est une tour à énergie positive qu'on a faite avec une des entreprises que j'ai cofondées, qui s'appelle Vesta System. Mais je veux juste montrer les conséquences que ça a. Voilà, donc c'est une tour à énergie positive, donc c'est comme un robot autonome en fait. C'est-à-dire que c'est bien foutu pour pouvoir avoir ça, et puis évidemment il y a de l'intelligence dedans. Ça ressemble beaucoup, du point de vue du fonctionnement, à ce qui a été expliqué ce matin par M. Afifi. Je ne sais pas s'il est là. Et donc il nous a montré comment on peut faire un système qui comprend la physique, qui comprend le comportement des individus et qui à ce moment-là va faire une gestion. Donc les individus d'ailleurs confient un certain nombre de données sur leur présence par exemple à ce système pour pouvoir permettre cette autonomie. Tout à fait entre nous, on a le problème pratique, ces données personnelles de présence, on s'est interdit par contrat de les transmettre à qui que ce soit, y compris aux occupants. On ne veut pas être attaqué pour divorce.
C'est tout à fait sérieux. Mais ce qu'on a en plus ici, et c'est là qu'on commence à voir comment le simple fait d'installer ça commence à changer le système, vous voyez que vous avez des nombres qui sont donnés, les charges énergie, la prime photovoltaïque, etc. En l'occurrence, la tour produit de l'énergie et le bénéfice de cette production revient aux habitants. Ce qui fait qu'ils ont non seulement une tour à énergie positive, mais s'ils se débrouillent bien, une tour à facture négative. C'est-à-dire que l'énergie, c'est un revenu. Au pire, ceux qui payent le plus cher payent 80 € par an, 6-7 €. C'est-à-dire qu'on est au bord d'avoir déjà un modèle d'affaires où on ne paye plus selon l'énergie. On pourrait payer un flat fee, quoi. On pourrait payer, comme à l'Internet, si vous voulez. On paierait un truc standard, et pourvu qu'on se laisse confier l'autonomie de la gestion de ça au bâtiment. Mais lorsqu'on voit ces prix-là, on rentre dans un autre monde qui est que déjà le système a de la flexibilité. C'est-à-dire que si le système électrique autour était capable de dire, aujourd'hui il ne l'est pas, était capable de dire « Hey, j'ai un petit problème, en ce moment j'ai une pointe, tu ne pourrais pas arranger les choses », le système saurait le faire. Ou bien j'ai un peu trop d'électricité à cause de mes renouvelables à côté, il saurait le faire. S'il y avait d'autres bâtiments autour avec qui il pouvait parler, il saurait le faire également. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce que ce système va parler aux autres ? Parler au système électrique et parler aux autres. Donc on a parlé de web sémantique, d'échanger les données, etc. On n'est pas dans le monde des GAFA ou des BATX, où on vous échange quelques services, verroterie ou de ce style-là contre vos bonnes données qui leur rapportent beaucoup d'argent. Là, on est en train d'échanger de l'intelligence contre de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est normal qu'on y arrive finalement assez facilement. Parce que quand on met justement cette intelligence abondante et peu chère un peu partout, on arrive bien à économiser de l'énergie. Autrement dit, ce que le système qui est là pourrait échanger avec l'extérieur, c'est des comportements futurs. L'intelligence, c'est prédire. Donc ce que le système pourrait dire, c'est ben voilà, si vous êtes capable de me fournir de l'énergie à tel prix, moi voilà ce que je vais faire. Donc il fournit comme ça, même pas une règle, mais il fournit une sorte d'infinité de règles qui dit, si vous me fournissez ce prix-là, moi je vais vous fournir cette énergie. D'accord ? C'est voir dans l'avenir. Un vrai système intelligent, ça va dans l'avenir. Par exemple, le système de vision humain est un système qui ne voit pas dans le présent, il voit 1 à 2 dixièmes de seconde dans l'avenir. Parce que le temps de traitement, il est de 1 à 2 dixièmes de seconde. Donc lorsque vous frappez la balle au tennis, que vous voyez bien la balle dans la raquette, en fait, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est une image construite par le cerveau. La dernière image qu'il a traitée réellement, c'est l'image lorsque la balle passait le filet. D'accord ? C'était très utile lorsqu'il fallait courir après un mammouth ou devant un mammouth. Voilà, donc c'est ça en fait l'information qui peut être échangée avec le reste du monde. C'est pas l'information sur la vie privée, c'est pas l'information sur le comportement. D'accord ? Donc c'est pas tant le problème d'avoir une bonne structuration des informations, le problème c'est, et j'ai même pas d'ailleurs besoin de dire quelle est mon installation électrique, qu'est-ce que j'ai comme composant ou comme installation énergétique, etc. Imaginez pour une usine, tout ça, ce sont des informations confidentielles. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, si on est à ce niveau-là et qu'on regarde comment le système électrique peut se réorganiser, ben, il se réorganise de façon totalement différente de ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux rôles qui arrivent, ça c'est des rôles qui sont déjà identifiés, les rôles d'agrégateurs, mais de façon tout à fait différente. Il faudra un petit juge de paix quand même, parce qu'il faudra éviter des problèmes de jeu où les gens commencent à truander, il faudra des assurances au cas où ces systèmes se trompent, etc. Et puis surtout, il va falloir équilibrer le système électrique. Mais le simple fait de commencer à avoir ces intelligences qui vont se répartir un peu partout, d'accord, et pas seulement dans les grandes entreprises, au cœur des systèmes d'information, mais un peu partout, chez vous, chez moi, dans les voitures, etc., va petit à petit bouleverser le système. Et alors, une dernière remarque, ça c'est l'autre société dans laquelle je suis engagé comme advisor, qui s'appelle Irene Energy, qui est une boîte en France et en UK. On a même réfléchi, et on a publié un papier dans Le Monde et dans le Financial Times en 2017, sur la façon dont on pourrait, ça c'est autre chose, c'est les tokens, la blockchain, etc., dont on pourrait structurer la monnaie correspondant à ce genre de marché. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez combien un exposé ce matin, qui est un exposé technique, qui dit voilà, j'applique l'intelligence artificielle à la gestion énergétique, puis j'obtiens des résultats, oui, bien sûr. Lorsqu'on met ça en pratique et qu'on commence à dérouler ensuite les conséquences, c'est vraiment totalement disruptif. D'accord, mais merci beaucoup en tout cas pour ces exemples très concrets qui nous ont fait un peu
un peu comprendre ce que ça peut être. Par rapport à ce qu'on disait au début de la table ronde, quand vous parlez finalement d'intelligence abondante et pas chère, là j'ai compris pourquoi elle était abondante, hein, puisqu'elle est décentralisée chez chacun d'entre nous. Pas chère, pourquoi pas cher? Ça reste cher? Bon, parce que construire ce type d'intelligence, c'est pas cher, c'est pratiquement automatique. Une fois qu'on a fait le système, on download, il apprend, un peu localement, un peu dans le cloud. Enfin, on met en place une infrastructure, et après, le fait de faire ça est pratiquement un coût marginal nul, quoi. D'accord. Okay. Alors, on fait payer beaucoup plus cher que ça, donc faut pas le dire, mais... Oui, bah, je me doute, sinon... D'accord. Est-ce que oui, moi, je voudrais rebondir sur... Les deux Yves a envie de réagir. Votre question est incroyablement d'actualité sur l'IA responsable et la collaboration entre les scientifiques durs et les sciences humaines. Ouais. Alors, je voudrais commencer par faire un peu de pub pour un excellent livre fait par des gens d'Accenture, en particulier Paul Dougherty, qui s'appelle Human plus AI. C'est vraiment un livre que je vous recommande parce que je ne vais pas pouvoir développer, je vais aller très vite. L'idée, c'est que dans l'entreprise, le système d'IA, c'est un système intelligent avec un humain à l'intérieur. Et une fois qu'on a compris ça, il y a deux choses essentielles. L'usage et le comportement sont des bloqueurs, c'est-à-dire que si on ne les a pas compris, il n'y a pas d'usage et on échoue. Et il faut se le dire, les programmes d'automatisation d'entreprise, on a une grande partie qui échoue pour des raisons d'ergonomie, d'usability et de psychologie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est même dans le domaine un peu B2C, le domaine des GAFA, la création de valeur, qu'on regarde un Criteo ou un AdSense, c'est une boucle vertueuse qui s'amplifie, et elle s'amplifie parce qu'il y a de l'usage. Donc, il y a quelques domaines très techniques. Quand on cherche à prévoir les pertes en charge d'une extrudeuse en caoutchouc, là, il n'y a pas beaucoup de human insight, il y en a un tout petit peu. Mais quand on fait par exemple, de la santé avec de l'IA prédictive, le rôle de l'humain à l'intérieur est juste fondamental. Donc, c'est juste tout ça pour dire que oui, la question était importante et ça méritait d'être souligné. Il y a une réponse positive. On a besoin d'avoir une vision de système engineering dans lequel il y a à la fois des fois de la physique et en tout cas très souvent du software et du comportement et de l'étude de ce qui fait que les systèmes cybernétiques fonctionnent. D'accord. Et au niveau de l'Académie des technologies, il y a des choses particulières sur ces aspects pluridisciplinaires? Alors oui, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse si bien que ça l'Académie des technologies, qui doit avoir une quinzaine d'années, qui est une émanation de l'Académie des sciences, donc une très jeune académie. Elle a comme caractéristique unique d'être complètement pluridisciplinaire. Elle est pluridisciplinaire, elle couvre tous les domaines de la technologie, mais surtout, il y a à la fois des entrepreneurs, des académiques, des gens avec des prix... des médailles de Turing, et puis des grands industriels ou des petits industriels. Il y a de nouveau une très grande variété. On a aussi des gens tout à fait atypiques, comme Jean-Louis Etienne, explorateur. On a des sociologues. Enfin bref, il y a une grande richesse des points de vue. Et donc c'est un bon lieu pour avoir ce genre de débat. Voilà. Mais là, si je peux me permettre, la question qui fâche quand même un petit peu, c'est qu'effectivement, on voit toutes ces choses bouillonnantes, très vivantes, et puis on nous parle de difficultés finalement institutionnelles. Donc est-ce qu'on peut dégager peut-être aussi des voies d'amélioration? Institutionnelles, je ne peux faire qu'un appel actuellement. Il y a institutionnel, politique, comme vous voulez. Vous pouvez la ministre de la Recherche qui a lancé un sondage en ligne sur l'avis de chacun sur ce que devrait être la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Donc remplissez-le. Personnellement, je l'ai fait. Donc ça, au niveau institutionnel, les mandats présidentiels sont de 5 ans. Ben, je sais bien, oui. Les ministères, alors il y a des choses qui... Moi, j'étais ravi que Mounir Majoubi se retrouve sous la tutelle du Premier ministre et j'ai vu que Cédric O se retrouve maintenant au ministère des Finances et de l'Innovation. Il est plus... bon, voilà. Il est plus à Matignon. Je trouve que c'est une régression. J'en reviens donc justement, je pense que c'est une régression parce que je pense que ce qui est vraiment urgent en France, moyennant les difficultés institutionnelles qu'on ne va pas changer du jour au lendemain, d'autant que je suis assez d'accord sur cette vision avec Yves que l'IA en France ne va exister qu'à travers l'Europe aussi.
Donc, On va en parler là. moyennant quoi, cultiver nos niches. Je vous ai indiqué là, les priorités qu'il y a en France d'un point de vue académique. C'est pas tellement la priorité, c'est les forces qu'il y a. Après, moi, le message aux entreprises, il y en a sûrement dans la salle et j'espère. Enfin, je vais peut-être être un peu violent par rapport à ça, mais globalement, j'ai plusieurs griefs par rapport aux entreprises. Le premier, c'est que à Grenoble, on a sans doute un tissu très intéressant. Mais à Grenoble, comme ailleurs en France, les industriels ne font pas du tout la publicité de leurs beaux résultats. Résultat, nos étudiants, en fait, partent très facilement à l'étranger, très facilement dans des groupes étrangers, parce qu'ils ont juste l'impression que l'IA dans l'industrie française, ça n'existe pas. Donc, à chaque fois que je dis ça, l'industrie française me dit... À chaque fois que je dis ça, l'industrie française me dit « oui, mais ça coûte ». Je dis « ah bah oui, ça coûte, ça c'est sûr ». Donc, ça coûte. Mais vous le reprochez de ne pas communiquer, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Communiquer sur les bons résultats. D'accord. Oui, comme Jean-Luc Dormoy vient de le faire. Oui, oui. Bon, voilà, on lui a pas demandé de faire ça, mais il l'a fait, il a raison. Je veux dire, communiquer. Enfin, je veux dire, voilà. C'est un petit peu lamentable que quand le gouvernement fasse des enquêtes ou je sais pas quoi, ils appellent les Google, les machins et tout. On a des groupes français, on a la chance de travailler en français. Bon, cultivons un peu notre jardin, même si on n'a qu'un petit jardin. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les relations académiques industrielles, on a en fait des institutions tellement établies. Le gouvernement ne s'adresse que à ces ministères, qui ne s'adressent que à ces organismes, les établissements et tout ça. On est un pays qui, par exemple, ne s'adresse jamais à ces sociétés savantes. C'est en train peut-être un peu de changer, mais ça va changer. Je crois, hein. Exactement. Mais toujours est-il que un industriel en France, et les entreprises étrangères l'ont bien compris, un industriel en France, il bénéficie du crédit impôt recherche, il bénéficie du mécanisme des recherches CIFRE, ce qui fait que globalement, il peut avoir une recherche à coût zéro. Or moi, si vous voulez, j'ai lu un certain nombre d'études quand j'ai fait mes différentes interventions là, sur l'impact sur l'entreprise, puisqu'on est sur la place de l'IA dans l'entreprise. Un, c'est inéluctable. Deux, quand le gouvernement va mettre 1 euro dans l'entreprise à travers les appels et autres, il y a déjà l'entreprise va récupérer un 2e euro à travers les CIFRE et le crédit impôt recherche. Mais après, il faut que l'entreprise, au lieu de la spécialité française qui est de redistribuer les bénéfices aux actionnaires, il faut que les entreprises françaises investissent dans l'IA. Il faut qu'elles se forment en IA. Donc, à ces 2 euros, il faut qu'elles rajoutent 8 euros. Il faut au moins qu'elles rajoutent 3 euros sur la formation et 5 sur l'innovation. Et je ne parle même pas de la communication. Oui, d'accord. Vous avez chiffré ça. Voilà. Non, mais le 2 et 8, il est à peu près bien chiffré. La séparation entre 3 et 5, je viens juste de l'inventer. Je ne peux pas vous l'étayer. C'est de nous le dire. Mais le 2 et 8, regardez ce qui se passe ailleurs. C'est exactement ça. Je dirais, si on ne le fait pas, nous, en France, alors on peut parler de l'industrie 4.0, hein, mais les citoyens, eux, regardez ce qui se passe au Japon. Au Japon, on parle déjà de société 5.0. C'est-à-dire qu'en fait, la société japonaise, l'individu, il est déjà au contact de l'IA, il vit déjà dans l'IA. Donc, on aura peut-être une société 5.0 avant d'avoir une industrie 4.0 en France. Eh ben, un commentaire sur cette question des uns et des autres? Enfin, moi, je peux toujours faire des commentaires. Hein, donc, je voudrais qu'on parle d'Europe après. Donc, je peux commencer. Oui, parce que Europe terrain de jeu pour l'IA plutôt que France terrain de jeu pour l'IA, c'est un peu ça mon questionnement. Juste sur ce que disait Yves là, et ça ramène mon élément de AI, là, on rêve de former 2 millions de personnes. D'après Kai Fu Lee, qui est un Américain chinois qui a créé Sinovation Ventures, qui est un fonds qui a 18 licornes au compteur, dont 4 en IA, en Chine. Lorsque, non pas AlphaGo a battu Elicidol, mais le second, c'est-à-dire le chinois, qui n'était d'ailleurs pas le même programme, ça aurait été suivi en Chine par 240 millions de personnes. 240 millions de personnes. C'est ce qu'on appelle
le moment Spoutnik en Chine, qui a provoqué ensuite tout l'investissement de la Chine dans l'IA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle de la maternelle au bord des grands groupes, quoi, l'IA, quoi. Donc là aussi, on a un certain retard. Alors sur l'Europe, on intervient dans tous les trucs qui existent. Donc il y a un High Level Expert Group sur l'IA, où Françoise Soulier-Fogelman, qui était la directrice de thèse de Yann Lequin, intervient donc pour le hub. Il y a le projet i4EU qui a été mentionné, il y a un certain nombre d'autres choses comme ça. La question, si vous voulez, dans ces trucs-là, vous vous dites, bon, si moi j'étais la Commission, si j'étais le Parlement, si j'étais Macron, si j'étais Cédrico, etc., qu'est-ce que je ferais? Il faut arriver à répondre à ce genre de questions, quoi. Donc moi je pense qu'il y a deux problèmes, il y a plein de problèmes, mais il y a deux choses qui sont vraiment de fond pour pouvoir réussir. La première, c'est l'accès aux données. L'accès aux données, c'est très simple, hein. Aux États-Unis, c'est les GAFA. Donc on rassemble les données par différents moyens chez un certain nombre d'entreprises, et puis après on fait. En Chine, c'est pareil, c'est les BATIX, avec en plus le soutien du gouvernement. Nous, on n'a pas ça. Et on est drôlement embêtés. Parce qu'il est bien évident que pour faire un certain nombre d'applications dans les grands groupes, mais aussi pour tisser le tissu pour les startups, il faut pouvoir partager ces données. Donc là, par exemple, ce qu'on se propose, et on a commencé à travailler là-dessus au Hub, c'est de monter une plateforme dans le style de Enigma. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un projet qui est au MIT par le professeur Petland, et maintenant c'est une société, c'est une start-up, qui consiste à avoir une forme de federated learning, c'est-à-dire qu'on laisse les données là où elles sont, et c'est les algorithmes d'apprentissage ou les services qui descendent vers les données en utilisant du crypté, du calcul homomorphique s'il faut, des choses comme ça. Voilà. Autrement dit, permettre aux gens de partager les données en contrôlant, donc en conservant la substance des données et en contrôlant ce qui en est sorti. C'est une idée, il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est vraiment un problème fondamental. Si on n'a pas les données, on ne pourra pas faire d'IA. D'accord ? Le deuxième problème fondamental, à mon sens, c'est les startups. Les investissements dans les startups, je vous les donner, 2017, c'est 300 millions en startups en IA, 300 millions en Allemagne, 450 millions en France, 750 millions en UK. Déjà, du point de vue ordre de grandeur par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est 2 ordres de grandeur en dessous. Hein, un grand fonds, c'est pas du tout pour dire du mal, mais j'adore, c'est des amis. Serena Capital, c'est 100 ou 200 millions. Vous avez des startups en Chine qui sont qui sont financées au niveau de 1 milliard. D'accord ? Donc se battre, si vous voulez... Moi j'ai eu l'habitude toute ma vie de me battre à un compte 10, maintenant c'est à un compte 1000. Quoi. Bon, ça devient quand même vachement dur. Quoi, hein. Donc il y a quand même là un premier problème. Et le deuxième problème pour les startups, donc c'est évidemment le niveau d'investissement, mais c'est tout le cycle de vie. Ça a été mentionné. Vendre en Europe, pardonnez-moi, mais c'est pas évident. Quoi, hein. Moi je connais des exemples de sociétés européennes de haute technologie, j'en connais une, je discute avec eux. Ils triplent le chiffre d'affaires tous les ans. Ils ont un accord avec IBM pour que IBM soit leur réseau commercial, en quelque sorte. Et ils existent depuis 5 ans. Et ils me disent « Ah, ça y est, on a notre premier contrat en Europe. » Je fais « Pardon ? Mais vous vendez où ?»« Ah ben c'est tout en Asie. Première affaire, prend de Hong Kong, 15 millions. C'est pas un POC 30 kg euros où vous discutez pendant 1 an. » D'accord ? C'est un petit peu différent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième problème, vendre. Et pour ça, il faut changer le mindset dans les entreprises, changer l'état d'esprit. Par exemple, hein, les 300 millions d'investissements dans les startups IA en Allemagne, pardonnez-moi, mais moi je pense que ça, quand même, ça dénote, de la part de nos amis allemands, on va dire un peu du mal de nos voisins pour une fois, un certain aveuglement. L'automobile, c'est 17% d'économie allemande, 1/6. Ils en exportent 50%. Vous avez Trump qui ne veut plus une Mercedes sur parc Avenu, les Chinois qui montent en gamme, et la révolution de la voiture autonome où toute l'ingénierie est bouleversée. Ils en sont encore au cycle en V quand même. Hein. Allez faire du machine learning là-dedans. C'est pas possible, d'accord ? Voilà. Et pourtant, ils n'investissent que 300 millions dans les startups d'IA. Voilà, donc il y a un problème. Il y a vraiment un problème d'état d'esprit à changer. Et le dernier problème vis-à-vis des startups, c'est qui est-ce qui les rachète ? Régulièrement, on se plaint « Oh, une pépite rachetée par les Américains, les Chinois. » Non seulement elle est rachetée, mais à un prix ridicule par rapport à ce qu'elle pourrait valoir. D'accord ? C'est ça la réalité. Okay ? Ou alors, la boîte se développe, elle vend, comme je le disais, dans d'autres continents, on garde au mieux la R&D, ici. Parce qu'ici, on a des bonnes formations, on a du CIR. D'accord ? Bon, enfin, on travaille pour les autres quand même. Okay ? C'est pas ici qu'on crée les jobs, etc. Voilà. Donc, il faut créer un marché d'acquisition des startups. Les IPO, c'est très rare. Et puis de toute façon, les IPO en Europe, une première société que j'ai cofondée avec d'autres a fait une IPO. On a même eu, je crois, le prix de la meilleure IPO sur Euronext l'an dernier.
D'accord, je ne sais plus, c'était 100 millions, quoi. Misère. C'est pas des milliards, quoi. D'accord ? Alors que c'est une boîte qui se propose de faire les chips pour équiper et faire tourner les algorithmes d'IA de la voiture autonome, concurrent frontal de NVIDIA. Voilà, donc on a également un problème sur l'acquisition, il faut quelqu'un pour les racheter. Et pour qu'il y ait quelqu'un pour les racheter, il faut que ça monte au cerveau, du C-level, et il faut donc des incitations pour ça. Donc c'est très compliqué à faire, c'est très compliqué à expliquer, c'est très compliqué de concevoir les outils pour ça, du point de vue de la régulation, du point de vue de l'argent public, du point de vue des incitations fiscales, etc., etc. Mais si on ne le fait pas, on va avoir quelques difficultés. Ok, merci beaucoup. On va rester en Europe avec vous, Laurent. Qu'est-ce que vous pensez de ce territoire européen pour les opportunités IA ? Est-ce que c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir, de votre point de vue de conseil, c'est de savoir est-ce que c'est un bon territoire, l'Europe, ou est-ce qu'il faut plutôt se focaliser pays ou voir différemment ? Je pense que c'est une question compliquée d'un point de vue conseil, mais globalement, on parlait d'époque tout à l'heure. Je pense qu'une des spécialités sur lesquelles on intervient en tant que grand groupe de conseil, c'est justement sur tout ce qui est passage à l'échelle. Et ce passage à l'échelle, aujourd'hui, il est réel sur un certain nombre de clients en France, mais effectivement au niveau européen. C'est-à-dire que sur des sujets, donc je le disais tout à l'heure, d'analytique et d'automatisation, on a déjà des factories qui sont déjà en place depuis plusieurs années. Sur la partie automatisation, par exemple, on a beaucoup de factories qui sont en place sur tous les secteurs qui ont beaucoup de processus très répétitifs et très bien documentés dans le temps. Donc on a beaucoup commencé sur la partie banque-assurance et progressivement on évalue vers le secteur public et on impacte aussi tout le secteur de la construction et les grandes industries. Sur le secteur de l'intelligence artificielle, les cas d'usage sont très divers. Donc c'est vrai qu'il faut choisir un peu son cheval de bataille sur des pans d'activité sur lesquels on a beaucoup de répétitions. Donc, pour recouper un peu avec des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je dirais que il y a effectivement tout ce qui est langage, compréhension et analyse du texte. Mais sur la partie vision, par exemple, on travaille beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est contrôle qualité. Vous parliez d'usine nouvelle tout à l'heure, l'usine extraordinaire. On a travaillé sur des projets de contrôle qualité. Aujourd'hui, on est présent chez un certain nombre de nos clients avec ce type de technologie où on a cette problématique d'apprentissage, de reconnaître ce qu'est un défaut et on fournit une véritable valeur aux clients industriels au niveau européen en fournissant cette capacité finalement à modéliser ce qui est une bonne qualité, ce qui est une qualité entre 0 et 10, et finalement à l'offrir à nos clients pour qu'ils puissent standardiser la façon dont ils apprécient la qualité d'un produit fini finalement et à réduire les défauts et dans leur chaîne de production. Donc on trouve des cas d'usage. Le problème, c'est effectivement de trouver ces cas d'usage qui sont transverses et suffisamment faciles à faire passer à l'échelle au travers de l'ensemble des clients avec lesquels on peut travailler. Donc on travaille aussi beaucoup par exemple sur les problématiques de fraude d'analytics, et ça effectivement on en retrouve dans un certain nombre de secteurs. On arrive à impacter, effectivement à passer à l'échelle plus rapidement. On a beaucoup de factories donc ce qu'on appelle des factories où on travaille avec 5-10 équipes de 5 à 10 personnes sur un plateau où on travaille en agile et on déploie des cas d'usage en intelligence artificielle, en data, sur des cas industriels qu'on fait passer progressivement à l'échelle pour nos clients. Donc, est-ce que l'Europe est un bon terrain de jeu ? Je dirais oui. L'Europe est un bon terrain de jeu. Est-ce qu'il y a eu un petit délai par rapport à ce qu'on voit par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays ? C'est effectivement peut-être inhérent à notre culture, mais globalement aujourd'hui c'est réel et on arrive à impacter un certain nombre de clients. Alors, les deux Yves réclament la parole. Allez-y. Oui, je vais partir du point de Jean-Luc sur Kaifouli qui nous dit effectivement il y a un type d'IA, l'IA qui utilise beaucoup de données, qui ont fait du deep learning,
Ça marche tellement bien, l'histoire est finie, il s'agit d'investir massivement des dollars, d'avoir des compétences entrepreneuriales et logicielles, et d'avoir plein de données. Et là-dessus, quand même, on est mal parti avec GDPR. Entre autres, on est mal parti à tout point de vue. En revanche, il y a plein de bonnes nouvelles. Et je reviens à ce que je disais au tout début, quand on fait du digital manufacturing, j'y tiens, les connaissances métiers sont fondamentales et la richesse des problèmes est infinie. Et donc il y a un terrain de jeu extrêmement grand. Et j'aime beaucoup l'idée de l'IA à la française. Moi, je pense qu'il y a plein de domaines où il y a plein de trucs à inventer. Il y a une grande richesse. Et donc je pense qu'il y a pour l'Europe une opportunité qui est réellement d'encourager et avec des niveaux nettement plus substantiels l'investissement dans le manufacturing, parce que là, pour le coup, les technologies sont inventées et surtout l'espace des problèmes est extrêmement dense, extrêmement riche. Et donc, il n'y aura pas un Google qui fera tout de Mountain View pour tous les 100 milliers d'acteurs industriels français, enfin européens. Globalement, c'est justement là qu'un Google, qu'un Microsoft, qu'un AWS viennent travailler avec nous. C'est effectivement pour cette compétence, cette dominante sur les aspects métiers, pour qu'on aide à utiliser ces outils, à utiliser nos grands clients, à utiliser ces outils, à accélérer leur acceptation de ces outils pour les passer à l'échelle et finalement en délivrer de la valeur. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on voit, on voit effectivement au travers de toutes les industries aujourd'hui en France. Alors, Monsieur De Pinso. Oui, donc je prolonge ce que dit Yves, toujours sur l'Europe. Alors déjà au niveau français, je disais oui, il y a la française. C'est vrai que nous, académiques, là on voit passer des appels d'offres dans tous les sens. Il y en a au niveau, effectivement, l'INRIA gère le programme national en IA, le CNRS gère Make the Planet Great Again, l'IMT doit avoir ses propres programmes, l'université a ses appels. Donc on voit passer plein d'appels. Je pense que si au lieu d'avoir plein d'appels et à la fin qu'il y ait un peu du saupoudrage à gauche et à droite, s'il y avait que quelques gros appels où il y ait tout cet argent réuni, ce serait déjà pas mal. Alors en facteur d'échelle, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, en France, l'ANR, les projets, une équipe française va avoir 10 fois moins pour le même travail que si elle a un projet européen. Donc ça, c'est aussi le facteur d'échelle qui fait que l'Europe, c'est assez intéressant. Mais pourquoi c'est aussi l'Europe intéressant pour l'IA? C'est que quand vous réfléchissez bien, nous, alors il y a un grand débat depuis 2-3 ans maintenant sur IA et éthique en France. Il se trouve qu'au niveau européen, ce débat IA et éthique a déjà commencé il y a bien longtemps et il y a déjà des recommandations. Il n'y a pas encore des régulations, mais enfin il y a des recommandations, il y a des bribes de loi qui sont en train d'être ébauchées au niveau européen. Et c'est effectivement ça notre terrain de jeu, parce que notre terrain de jeu au niveau de l'Europe, il faut quand même voir par rapport aux États-Unis et à la Chine, c'est que c'est un terrain civilisationnel aussi. Oui. Donc c'est, l'IA à la française, oui, il y a à la française au sein de l'Europe, mais la construction européenne par rapport à la Chine et aux États-Unis, ça, sa spécificité. Oui. Et on ne va pas prendre, nous, l'éthique à la chinoise ou l'éthique à l'américaine, si vous voulez. Tout à fait. Donc on peut en discuter avec eux, ils ont des points de vue très différents, on le sait. Mais nous, on a la nôtre. Et donc, c'est vraiment notre terrain. C'est à ce niveau-là que nous, il faut qu'on agisse. Ouais. C'est une belle conclusion pour ce débat. Je vais vous passer la parole. Je passe la parole à la salle dans un instant. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est des questions civilisationnelles, que ce soit d'ailleurs pour l'IA, que pour la biologie et pour toutes ces choses-là. Ok, je ne sais pas, peut-être que les personnes qui souhaitent s'exprimer peuvent... Alors je vois quelqu'un là sur la droite, voilà. Oui, Jean-Romer Léonard de Vinci, moi je fais de l'IA depuis encore plus longtemps que Yves. Très bien. Et il y a une chose qui me frappe, j'ai l'impression, enfin vous l'avez dit déjà, que les industriels français affichent encore moins leur IA qu'il y a 20, 25, 30 ans. C'est très étonnant. À l'époque, il n'y avait pas de données, il n'y avait pas de machines, il n'y avait pas de start-up, et il y avait des grosses équipes chez tous les grands industriels de l'IA. Et il y a un mot qui a beaucoup été utilisé, c'est la méthode agile. Est-ce que la méthode agile n'est pas un des responsables de l'absence d'un certain type de projet? Je ne dis pas tous. Je me suis trouvé récemment à discuter avec une consultante, il se trouvait que c'est d'Accenture, où un gros m'a dit « Mais non, mais écoutez, il ne faut pas réfléchir, on va bien trouver la solution le jour où elle se posera. »
Et c'est un contraste que je trouvais très différent avec la manière dont les gens travaillaient il y a encore 25 ans. Et je me demande s'il n'y a pas aussi, par exemple, il y avait peu de PowerPoint aussi il y a 25 ans, vous voyez. Et aujourd'hui, j'ai un dernier point, il y avait beaucoup d'outils de conception, de modélisation pour réfléchir. Et aujourd'hui, il y a des librairies GAFA. Donc, est-ce que ce n'est pas parmi ces éléments du contexte qui freinent un peu les choses? Je peux commencer, moi. C'est une très bonne question, mais pour faire court, la réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde les boîtes modernes de la Silicon Valley, plus ils font de l'agile, plus ils font de l'IA. Néanmoins, quand on fait de l'agile, ça sera un autre débat, une autre conférence, il y a la bonne et la moins bonne façon d'en faire, et on peut rapidement ne plus faire assez d'architecture, d'anticipation, voire de R&D. Donc c'est une très bonne question. Mais pas au point d'être simpliste et de dire c'est parce qu'on fait de l'agile qu'on ne fait plus d'IA. En fait, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, effectivement, de cas d'usage sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a quand même, quand on parlait effectivement de point de blocage et d'une certaine lenteur, effectivement, dans la façon dont on approche les problèmes, c'est vrai que l'agile aide beaucoup sur ce sujet-là, à finalement démystifier un peu le problème, à le couper en morceaux et se dire, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 3 ans de données pour vraiment adresser ce problème. Je peux déjà, si directionnellement sur 1 mois, 2 mois de données, j'arrive à avoir quelque chose qui directionnellement est correct, je vais pouvoir investir et finalement j'arrive à attaquer beaucoup plus en amont et à générer beaucoup plus d'idées qui sont valides et finalement à créer la direction, la vision sur les sujets sur lesquels je veux investir. Donc c'est vrai que globalement, on travaille beaucoup par conviction aussi. C'est-à-dire que on a une façon d'adresser les problèmes qui sont... il y a des sujets effectivement sur lesquels on voit des quick wins. Donc en adressant une industrie particulière par rapport à des compétences qu'on a pu accéder et acquérir sur d'autres types d'industries, sur des algorithmies relativement similaires, avec des modèles de données qui sont relativement proches, on arrive finalement à se dire, là il y a un axe de valeur fort sur lequel je veux investir, et en passant 2, 3, 4 semaines, je pense que vraiment je peux bâtir un business case qui va amener cette société à investir. Donc non, je suis très favorable moi à l'IA et je pense qu'elle agile et à l'IA parce que je pense que globalement c'est une combinaison qui va relativement bien ensemble. Non, juste un mot là-dessus. Je pense que c'est un vrai problème. Moi, j'ai vu passer un certain nombre de startups dans l'accélérateur où j'interviens qui essaient justement de fournir des solutions aux grandes entreprises pour aider à ça. Je pense que l'IA aujourd'hui, c'est... Si vous voulez, même si vous avez une petite équipe de data scientists dans son coin qui va avoir accès à un certain nombre de données et qui arrive à trouver même des business cases, faire passer ça ensuite en production, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que, surtout avec du machine learning, c'est quand même un type d'informatique un peu différent. C'est pas vraiment de la logique, c'est pas de l'informatique quelque part. Tel que les systèmes tel que les DSI ont l'habitude de faire, hein. C'est pas je spécifie, je fais mon cycle en V ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est pas ça, quoi. Donc ça a du mal à passer. C'est un problème qui est compliqué, je pense, à la fois sociologique, technique, etc. Et qu'effectivement, il faut s'attacher à résoudre, quoi. Et peut-être aussi qu'une fois que les gens seront mieux formés en IA dans l'entreprise, ça va réformer ou revisiter la notion d'agilité. Est-ce qu'une autre question peut-être? Ah, voilà, quelqu'un sur la gauche. On vous écoute. Merci, bonjour. Bonjour. En fait, je vous entends parler d'IA dans tous les domaines depuis ce matin, mais personne n'a évoqué les dangers liés à l'IA dont on commence à parler. Mais pas les dangers d'un point de vue des métiers, etc., mais réellement de l'IA. On a vu par exemple l'IA de Microsoft devenir raciste très rapidement, deux IA commencer à communiquer sans qu'on puisse les comprendre. Et comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est civilisationnel. Ils nous remplaceront? Terminator? Non, mais enfin, je dirais, quand je dis le président Macron là, libère 125 millions pour l'IA annuellement, Donald Trump, un matin, il s'est réveillé en donnant à la DARPA 200 millions de dollars pour fabriquer un soldat autonome. Voilà. Si vous regardez sur le web la déclaration de Trump qui date de mémoire, c'est le 16 février 2019, il y a un décret présidentiel de Donald Trump qui est
maintenir le leadership de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Regardez les 5 pages et vous comprendrez ce que je dis par différence civilisationnelle. Alors après, que vous utilisiez les Alexa et tout, c'est votre problème, hein, j'ai envie de dire, les Facebook et autres. Mais c'est votre problème. Ça signifie que la recherche ne vise absolument pas à contenir potentiellement une IA qui détruira l'humanité, si je traduis ce que vous venez de me dire. Non, j'ai dit que vous me donnez que des exemples américains. Je dis le fait que les Américains vendent ça partout et qu'il y ait des gens pour acheter, je trouve c'est un fait établi. Après, le fait qu'il y ait un grand débat en France sur éthique et IA et qu'il y ait au niveau européen toute une régulation par rapport à l'IA, c'est aussi un fait. Je veux dire, on vit dans un cadre légal, après il y a des valeurs morales. D'accord ? Donc je ne dis pas après que ça ne nous concerne pas. Je dis que tout chercheur, de toute façon, vous connaissez bien cette fameuse phrase qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À chaque fois que moi, depuis 35 ans, je fais de l'IA, à chaque fois j'ai mes hypothèses, à chaque fois je sais les conséquences, et donc à chaque fois je mets mes limites. D'accord ? Ok, ok. Je vais faire une réponse très courte, puisqu'après, Jean-Luc... pour moi, il y a 3 horizons de temps. Il y a le court terme, et cette question n'existe pas. C'est du fantasme à l'état pur, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout capable d'être dans une situation aussi dangereuse. Il y a le moyen terme, et là c'est un sujet intéressant, et il y a des gens qui travaillent dessus. Et évidemment dans la communauté scientifique, des deux côtés. Puis il y a le débat de la super intelligente à la Nick Bostrom, et ça c'est un débat philosophique, parce qu'en fait, il y a une grande partie de la communauté scientifique qui pense que ce débat n'est pas fondé. Mais c'est un autre débat. Voilà. Donc il y a trois échelles de temps, et mon seul conseil c'est que chaque fois qu'on se pose ce genre de questions, il faut déjà se préciser où on est, parce que c'est pas du tout le même type de réponse. Mais sur... Oui, au niveau du High Level Expert Group de la Commission européenne, grosso modo, ils ont travaillé essentiellement là-dessus depuis le début de leur installation qui était en juin dernier, donc ça va bientôt faire 1 an. Et là, je crois qu'ils sont arrivés à quelque chose de pas mal. C'est-à-dire que c'est pas simplement un énoncé de trucs généraux sur l'éthique, mais c'est vraiment un truc pratique. Ils veulent faire ce qu'ils appellent Trustworthy AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qu'on peut croire. Et qu'on peut croire parce qu'il y a les valeurs, il y a de la sûreté, il y a un certain nombre de choses. Je pourrais vous faire le lien si vous voulez. Je vous invite à regarder ce truc-là. C'est pas mal. Et par ailleurs, c'est considéré aussi comme étant un avantage compétitif vis-à-vis des autres continents si on arrive à faire adopter l'IA en Europe de cette façon. Donc on retombe peut-être sur l'IA à la française. On retombe sur l'Europe et sur l'IA à la française. Ou l'IA européenne. Bon, maintenant, j'aimerais bien qu'ils commencent aussi un peu à parler d'investissement, mais bon. Ouais. Alors, il y a une question sur ma droite. Allez-y, monsieur. Pour moi, la question sur l'éthique ramène aussi la question de la validation, c'est-à-dire que tous les systèmes qui apprennent, ils apprennent à partir d'un corpus de données. Et évidemment, si ce corpus de données est faussé d'une manière ou d'une autre, ou même tout simplement, si ce corpus de données il n'indique que certains éléments d'une situation, mais n'en indique pas d'autres, eh bien, ce qui va être déduit, le modèle qui va être appris, va être faux. Donc ça ramène aussi plus généralement la question de la validation et comment on peut faire pour être sûr qu'un système d'IA qu'on a développé dans un certain contexte, eh bien, il est valide, il va fonctionner au mieux, et entre autres, il va être éthiquement correct. Alors moi, par rapport à ça, j'ai une position très dure. C'est-à-dire que je suis pour le contrôle des données d'une certaine manière. Et je prône en fait l'idée de certification des systèmes d'IA, un peu comme on le fait dans le monde des médicaments ou des jouets pour enfants. C'est-à-dire que ça prendra le temps que ça prend, mais il faut qu'un système d'IA qui touche effectivement à des problèmes éthiques soit suffisamment analysé, validé pour une mise sur le marché. Ça peut prendre 2 ans, mais si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Bon, maintenant, on n'en est pas là, hein, mais moi, je suis vraiment pour ça, quoi. Et donc, de fait, quand je dis civilisationnel, c'est pas juste une utopie, c'est-à-dire qu'un système d'IA, comme tu le dis, si les données, elles sont essentiellement américaines, ou si les données, elles sont essentiellement chinoises, la culture derrière n'est pas la même, la religion n'est pas la même, la civilisation n'est pas la même. Et donc les conclusions derrière
bon, les systèmes, on sait bien que les systèmes d'apprentissage profond, ils font tout sauf raisonner. Donc, ils vont effectivement déduire de façon brutale par rapport effectivement à un ensemble de données. Et les déductions sur un corpus qui serait américain ou un corpus qui serait chinois ou un corpus qui serait simplement européen, les conclusions vont être différentes. Donc effectivement, je pense que l'éthique au niveau international, il n'y a aucune chance que ça devienne une norme, si vous voulez. L'éthique, c'est une combinaison de lois et une combinaison de valeurs morales. Et moyennant ces certifications, on peut espérer effectivement que si une autorisation de marché, une autorisation de mise sur le marché européen, ce sera par rapport à un corpus européen. Donc il faut les données européennes. Enfin, voilà, moi c'est mon idée sur la question. Oui, non, je crois que tu soulèves un point absolument fondamental. On en discute avec l'autre prix Turing, Joseph Sifakis, qui est beaucoup versé sur ces affaires de validation. Et ce que Joseph dit, c'est que les méthodes qu'on a aujourd'hui en ingénierie, dans l'avionique, l'automobile, etc., faire la voiture autonome, si tu veux, en mettant massivement de l'IA dans la voiture, ben, grosso modo, aujourd'hui, on ne sait pas faire, quoi. Pourquoi? Parce que les méthodes qui sont utilisées, c'est des méthodes où on va, des méthodes de vérification du logiciel, où on doit en quelque sorte tout vérifier, si tu veux, et ensuite, on ne change plus du tout le logiciel. On va même jusqu'à, dans un certain nombre de cas, par exemple dans l'avionique, exécuter le software sur du bare metal, sur sans système d'exploitation, sans rien, parce qu'on sait pas trop ce que ça fait, quoi. Et puis l'avion vole ensuite 80 ans avec, quoi. D'accord? Donc avec du machine learning, on ne peut pas faire ça. Et il est évident que la situation que tu décris va se produire, c'est-à-dire que le modèle est faux par moment. Donc le système est faux. Donc il faut arriver à faire un système in vivo, enfin en temps réel, qui arrive à contrôler ça. Il va falloir générer en quelque sorte de la vérification qui va s'appliquer en temps réel. C'est l'idée générale, je ne saurais pas en dire beaucoup plus qu'à Joseph. Mais c'est un vrai problème, et je pense que c'est un problème qui va toucher de plein fouet les grandes ingénieries. Et je pense aussi que pour résoudre ce problème, on le résoudra à la fois d'un point de vue théorique par un effort académique très très important, mais aussi, je pense, par un effort pratique. Et donc des méthodes d'ingénierie, on parlait d'agile, etc., de start-up, versus les méthodes d'ingénierie avec des prises de décision hiérarchiques lentes, etc., c'est également quelque chose d'important. C'est grosso modo, à mon avis, là-dessus aussi, c'est les start-up qui vont gagner, quoi. Et pour rebondir sur ce point-là, je pense que tout à l'heure, Yves mentionnait effectivement la capacité à mixer différents types d'algorithmies. Et effectivement, sur ce type d'approche, on n'est pas, enfin, le deep learning va avoir beaucoup de mal à être expliqué. Si on prend une approche conduite autonome, on est obligé de mixer ces différents types d'algorithmies parce qu'il va falloir effectivement gérer les phénomènes de bord, et on est quand même beaucoup plus à l'aise avec des algorithmes sur lesquels on dit attention, là je rentre dans une zone de risque où globalement je ne sais pas trop comment l'algorithme va réaliser, et bah, du coup je veux passer, je vais ralentir, je vais freiner, je vais stopper, et ça c'est un ordre très directif qu'on va se fixer parce qu'on arrive sur ce phénomène de bord et on saura beaucoup mieux le gérer avec d'autres types d'algorithmes. Je pense que c'est aussi ça l'intelligence humaine, c'est d'arriver à faire cette bonne combinaison algorithmique, et c'est là qu'on aura besoin de data scientists de pointe. Écoutez, je vous remercie tous. L'heure tourne et malheureusement, nous sommes obligés de mettre fin à cette passionnante table ronde sur l'IA dans l'industrie et en entreprise. Je vais céder la parole à celui qui va conclure notre journée. Merci. Merci. Applaudissez mes invités, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, je vais être très, très bref. Voilà, donc en fait, je voulais vous remercier d'être venu donc en fait au colloque et d'être resté jusqu'au bout. Je voudrais aussi remercier les collègues qui m'ont aidé, et Jean-Philippe à préparer ce programme, donc qui donne un aperçu en fait des travaux à l'IMT sur l'IA, sachant en fait qu'on a essayé de sélectionner des travaux qui se font en collaboration avec des partenaires industriels. Et vous avez, j'espère, pu vérifier que, bien que c'est des travaux en collaboration avec des industriels, ça reste en fait scientifiquement des travaux de très bonne qualité.
Voilà, donc je remercie aussi tous ceux qui ont aidé pour la partie logistique, pour la préparation de la journée. Voilà, merci beaucoup.